Une nouvelle banque de défense est en train d'être bâtie sans Washington à la table, et ce seul fait pourrait expliquer la direction que prendra la sécurité occidentale. Quelque chose s'est produit à Montréal le 29 avril, et la plupart des gens sont passés à côté. 19 pays ont voté à l'unanimité pour créer quelque chose qui n'existait plus depuis près de 80 ans, une toute nouvelle institution financière multilatérale, pas un fonds temporaire, pas un mécanisme régional. Mais une banque permanente construite sur le même modèle architectural que la Banque mondiale, conçue pour un seul objectif, financer la défense de l'Alliance occidentale. Et lorsque les votes ont été comptés pour déterminer qui accueillerait le siège de cette nouvelle institution, la réponse n'était pas Washington. Ce n'était pas Londres, ce n'était pas Berlin, Paris ou Bruxelles. C'était le Canada. Et les États-Unis ne font pas partie du groupe fondateur. Pour une fois, la machine à slogan a réclamé la facture. Et quelqu'un d'autre a discrètement conçu le compte bancaire. L'effet précis compte ici, parce que les détails sont plus importants que le titre. Le 29 avril, à Montréal, les négociations multilatérales sur la charte de la banque pour la défense, la sécurité et la résilience, le DSRB, ont été conclues. 19 pays fondateurs travaillaient depuis des mois à sa conception. Les négociations étaient accueillies par le Canada. La négociatrice principale du Canada était Isabelle Hudon, présidente et chef de la direction de la Banque de développement du Canada. Une figure de haut niveau dotée d'une solide expertise financière et d'une relation personnelle avec Mark Carney qui remonte à plusieurs années. Lorsque la question du pays hôte a été soumise au vote, les 19 pays participants ont choisi le Canada à l'unanimité. La banque devrait créer environ 3500 emplois hautement qualifiés dans la ville canadienne qui remportera la candidature pour accueillir le siège. Les 6 grandes banques canadiennes l'ont publiquement appuyé. Montréal, Toronto, Ottawa et Vancouver sont toutes en compétition pour remporter le prix. Doug Ford, Premier ministre de l'Ontario, a appuyé Toronto. Le maire de Vancouver a écrit publiquement au Premier ministre pour défendre la candidature de sa ville. La compétition est intense parce que l'enjeu est considérable. Pas seulement 3500 emplois, mais la présence permanente d'une grande institution financière mondiale au Canada. Pour des générations, comprendre ce que fait réellement cette banque est essentiel parce que l'ingénierie financière qui la sous-tend est la clé pour comprendre pourquoi 19 pays ont accepté de la bâtir et pourquoi l'absence des États-Unis compte autant. La DSRB est structurée comme une institution financière internationale sans but lucratif appartenant à ses États membres. Les membres contribuent de 2 façons du capital versé, qui fonctionne comme une mise de fonds, et du capital appelable, qui est une promesse de fournir davantage d'argent si la banque faisait face à une crise. C'est ce capital appelable qui permet d'obtenir une cote de crédit AAA, la référence suprême en finance souveraine, avec une cote AAA. La banque peut emprunter de l'argent sur les marchés mondiaux des capitaux à des taux d'intérêt très bas, puis prêter cet argent à ses États membres pour des projets de défense à des taux bien inférieurs à ceux qu'ils paieraient s'ils empruntaient directement par eux-mêmes. Voilà le mécanisme financier. Les gouvernements obtiennent un accès au capital pour les dépenses de défense à une fraction du coût d'un emprunt direct. Voici le problème politique que cette banque est précisément conçue pour résoudre lors du sommet de l'OTAN à La Haye. En juin dernier, les membres de l'Alliance ont accepté une nouvelle cible de dépenses 5% du produit intérieur brut consacré à la défense d'ici 2035. Ce chiffre a une signification très concrète pour un gouvernement qui fonctionne avec un déficit budgétaire, une population vieillissante, des obligations en matière de soins de santé et des engagements de retraite qui ne disparaîtront pas. Pour la plupart des pays de l'OTAN, atteindre 5% signifierait doubler, voire dans certains cas presque tripler, les dépenses militaires actuelles. On ne peut pas augmenter les impôts à ce point sans perdre la prochaine élection.
On ne peut pas réduire les dépenses sociales à ce point sans faire descendre les manifestants dans la rue. La DSRB est la réponse à ce problème politique. Au lieu de payer de nouveaux porte-avions, des bataillons de chars et des chantiers navals à même le budget de l'année en cours, les pays membres empruntent à la banque sur 20 ou 30 ans, ils ne paient chaque année qu'une fraction du capital. Et voici le détail qui rend toute la structure politiquement astucieuse. Les contributions initiales en capital que les pays membres versent à la banque comptent dans leur engagement de 5% envers l'OTAN. La banque permet au gouvernement de répondre à l'exigence de Trump en matière de dépenses militaires sans entrer en guerre avec leurs propres électeurs. C'est l'architecture financière qui rend l'objectif politique atteignable sans déclencher de crise intérieure partout en Europe. Et les États-Unis, qui ont formulé cette exigence de 5%, ne font pas partie de l'institution créée pour y répondre. L'approche de Trump a transformé les dépenses de défense en test de loyauté. Les alliés ont répondu en les transformant en bilan comptable. Trump a exigé 5%. L'Europe et le Canada ont construit l'outil financier pour atteindre 5%. Et Washington n'a pas été invité à le concevoir. C'est une façon très coûteuse de découvrir que crier la cible n'est pas la même chose que maîtriser la stratégie. Le rôle du Canada dans ce moment n'est pas accidentel, parce que le rôle de Carney ici n'est pas accidentel et n'est pas simplement diplomatique. Il est profondément personnel, d'une manière qui change tout, dans la façon dont cette institution se construit. Mark Carney a passé sa carrière au cœur de l'architecture de la finance multilatérale. Il a dirigé la Banque du Canada pendant la crise financière de 2008 avec plus de précision et moins de dommages institutionnels que toute économie avancée comparable. Il a ensuite été nommé gouverneur de la Banque d'Angleterre, le premier et le seul citoyen non britannique en 300 ans d'histoire de l'institution à occuper ce poste. Il a passé 13 ans chez Goldman Sachs. Il a siégé dans les salles où le Fonds monétaire international est restructuré, où les crises de dette souveraine sont résolues et où les normes financières mondiales sont rédigées. Il comprend la mécanique des institutions multilatérales mieux que presque tout chef de gouvernement en fonction dans le monde occidental. La DSRB est, à bien des égards, exactement le type d'institution qu'il aurait pu contribuer à concevoir de l'intérieur du système financier international. Le fait qu'il la construise maintenant depuis une capitale nationale, comme pièce maîtresse de la politique étrangère canadienne, représente une convergence entre expertise personnelle et stratégie nationale qui est véritablement inhabituelle en politique moderne. Il n'a pas eu besoin qu'on lui explique le fonctionnement des banques multilatérales. Il a contribué à bâtir les cadres qui les gouvernent et il a agi rapidement depuis son entrée en fonction. Le Canada a atteint la cible de 2% du produit intérieur brut consacré à l'OTAN au cours de cet exercice financier, bien avant l'échéance prévue. Et Carney a engagé le Canada sur la voie des 5% d'ici 2035. Il a présenté la toute première stratégie industrielle de défense du Canada, un vaste plan visant à reconstruire la fabrication canadienne en matière de défense, à donner la priorité aux entreprises canadiennes dans l'approvisionnement et à lancer une nouvelle agence d'investissement en défense pour rationaliser la façon dont le gouvernement fédéral achète de l'équipement militaire. Au cours de la prochaine décennie, le gouvernement fédéral prévoit investir environ 180 milliards de dollars dans l'approvisionnement et environ 290 milliards de dollars dans les infrastructures liées à la défense. Les retombées économiques sont évaluées à plus de 125 milliards de dollars, 180 milliards de dollars en approvisionnement seulement. C'est plus que le budget fédéral annuel complet de nombreux pays de taille moyenne. 290 milliards de dollars en infrastructures représentent une montée en puissance industrielle que le Canada n'a pas connue depuis la guerre froide. Et tout cet investissement intérieur s'accompagne d'un partenariat stratégique de défense et de sécurité avec l'Union européenne qui donne au Canada un accès formel au programme européen d'approvisionnement en défense et à la coopération industrielle, un pays qui, pendant la majeure partie de son histoire moderne, est resté tranquillement sous le parapluie sécuritaire américain, construit maintenant le sien. C'est ici que la DSRB se rattache au tableau plus large qui se met en place sous la surface des manchettes
Pendant 80 ans, l'hypothèse intégrée à l'architecture de la défense occidentale était que les États-Unis étaient la nation indispensable, le plus grand dépensier en défense, la plus grande base industrielle de défense, le centre de gravité de tout arrangement financier allié lié à la sécurité. Cette hypothèse était si profonde et si réflexe qu'elle a façonné chaque décision institutionnelle prise depuis 1945. La Banque mondiale Washington, le Fonds monétaire international Washington, le siège de l'OTAN Bruxelles, toutes les grandes institutions multilatérales de l'ordre d'après-guerre ont placé le leadership américain au centre parce que ce leadership était supposé permanent et inconditionnel. La DSRB est la première grande rupture institutionnelle avec cette hypothèse, et cette rupture n'est pas bruyante. Il n'y a pas de conférence de presse où les dirigeants européens et canadiens annoncent qu'ils bâtissent une architecture de sécurité sans les États-Unis. Le langage est prudent. La banque est décrite comme ouverte aux nations alliées. La porte reste ouverte. L'institution est conçue pour être inclusive. C'est le cadrage officiel. La réalité opérationnelle est différente. Les 19 fondateurs n'incluent pas Washington. Le siège n'est pas à Washington. L'institution sera gouvernée par des États membres dont les droits de vote dépendront de leur contribution. Et les États-Unis, n'ayant pas contribué, n'ont pas de droit de vote. Dans l'ancien scénario, Washington dirigeait la salle. Dans cette version, il pourrait devoir lire le compte-rendu après coup. Le moteur de cette dynamique, c'est la posture de Trump lui-même envers l'OTAN. Sa position publique est constante tout au long de son second mandat. Les alliés européens et le Canada ne dépensent pas assez. Les États-Unis portent une trop grande part du fardeau. L'Alliance profite des contribuables américains. Il a répété des suggestions selon lesquelles les États-Unis pourraient ne pas respecter les engagements de l'article 5 envers les pays qui n'atteignent pas ces cibles de dépenses. Ce genre de langage a des conséquences qui s'accumulent avec le temps. Quand la pression de conférences de presse devient une politique étrangère, les alliés finissent par chercher une assurance. Lorsque le pays qui a ancré la défense occidentale pendant 80 ans indique que son engagement est conditionnel, le reste de l'Alliance doit se construire des options. La DSRB est l'une de ces options. Le partenariat stratégique de Carney avec l'Union européenne en est une autre. Le programme de préparation en matière de défense de l'Union européenne en est un autre. La doctrine de géométrie variable de Carney, son terme pour désigner l'idée selon laquelle les coalitions devraient être façonnées par la mission plutôt que verrouillées dans des structures héritées de la guerre froide, en est une autre. Chaque élément est présenté dans son propre langage technique. Ensemble, ils décrivent quelque chose de plus vaste, une alliance occidentale qui construit discrètement de la redondance face à la possibilité que l'engagement de Washington ne soit plus ce qu'il était. Une analyse honnête exige que cela soit dit clairement. Les alliés européens et le Canada n'abandonnent pas les États-Unis. La DSRB n'est pas conçue pour concurrencer les intérêts américains. La ligne officielle d'Ottawa, de Londres et de Bruxelles est que tout pays qui respecte les critères peut adhérer. Et il vaut la peine de prendre ce cadrage au sérieux sur papier. Les États-Unis ont toutes les possibilités de se joindre plus tard, mais adhérer exigerait en réalité d'accepter la charte de la banque, de contribuer du capital, d'accepter une part de vote proportionnelle à cette contribution et de fonctionner à l'intérieur d'un cadre conçu par d'autres pays dans des salles d'hôtel à Montréal. Pour une administration qui a constamment exprimé du scepticisme envers les institutions multilatérales, qui a remis en question la valeur de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce et de l'OTAN elle-même dans sa forme actuelle, rejoindre une toute nouvelle banque multilatérale conçue sous leadership canadien n'est pas un geste naturel. Le calcul ne se résout pas proprement en un récit simple de participation américaine. Il est difficile de faire campagne contre la machinerie multilatérale, puis de demander calmement le siège du conducteur dans la machine la plus récente. Il existe aussi une opposition légitime à reconnaître
le Centre canadien de politique alternative et plusieurs groupes de la société civile ont signé des lettres ouvertes s'opposant à ce qu'ils décrivent comme une militarisation de la politique étrangère canadienne. Certains ont qualifié la DSRB de banque de guerre. Ils soutiennent que les ressources dirigées vers le financement de la défense seraient mieux investies dans les soins de santé, le logement et l'adaptation climatique. Le gouvernement Carney a été ferme dans sa réponse. Le ministère des Finances a affirmé qu'il ne considère pas les dépenses de défense et les dépenses sociales comme des priorités concurrentes et que l'environnement de sécurité ne laisse aucune autre option responsable. Cet argument sera mis à l'épreuve dans les prochaines années alors que les Canadiens évalueront par l'entremise de leurs représentants élus jusqu'où ils sont prêts à appuyer les investissements en défense. Les membres fondateurs les plus enthousiastes comptent aussi, parce que la géographie révèle quelque chose sur l'urgence qui pousse cette institution, la Pologne et les États baltes sont en tête des dépenses de défense depuis des années et ont beaucoup à gagner d'un accès à un mécanisme de financement de la défense à faible coût. Les pays géographiquement proches de la Russie ont les raisons les plus directes et les plus immédiates de vouloir un mécanisme de financement permanent qui ne dépende pas du processus annuel d'appropriation budgétaire à Washington, ni de l'humeur politique d'une seule administration américaine. Le Royaume-Uni est un solide partisan depuis le début. Rachel Reeves et Johnny Lee ont appuyé très tôt cette architecture. La France s'est engagée. L'Allemagne est plus prudente, mais ne fait pas obstruction. L'Espagne se trouve dans une position compliquée, ayant publiquement contesté la cible de 5% qu'elle juge déraisonnable, tout en naviguant maintenant dans la façon de participer à une architecture construite précisément autour de cette cible. La coalition n'est pas parfaitement alignée, mais elle est réelle et elle avance. Le calendrier de ratification compte. Chaque pays fondateur doit ratifier la charte selon son propre processus national. Après la ratification, la banque doit être enregistrée auprès des Nations Unies avant que l'adhésion puisse s'ouvrir au-delà du groupe fondateur. Le choix de la ville hôte au Canada doit encore être fait. Ce sont les questions à court terme qui trouveront réponse dans les prochains mois, mais la décision fondatrice a déjà été prise. 19 pays ont voté à l'unanimité à Montréal. Le Canada accueille. L'institution existe. Voici la phrase qui résume ce que ce moment représente réellement. Les grandes institutions multilatérales de l'ordre d'après-guerre ont été créées à la fin des années 1940 et installées presque sans exception aux États-Unis ou en Europe occidentale. La Banque mondiale Washington, le FMI Washington, la Banque des règlements internationaux Bâle. Le Canada a fourni des fonctionnaires talentueux et des sommes considérables à ces institutions pendant 80 ans, mais il n'a jamais accueilli une institution financière multilatérale phare de ce type. Le fait que le Canada accueille la DSRB est véritablement une première dans l'histoire du pays. Et cela se produit au moment précis où les hypothèses qui soutenaient l'ordre institutionnel d'après-guerre sont remises en question, le plus bruyamment par le pays qui les a créées. Pendant 80 ans, la question de savoir qui finance la défense de l'Occident avait une réponse évidente, Washington. La DSRB est la première déclaration institutionnelle selon laquelle cette question n'a plus de réponse évidente. Cette déclaration n'est pas faite lors d'un sommet dramatique. Elle est faite dans un document constitutif adopté dans une salle d'hôtel à Montréal par 19 ministres des Finances et leurs équipes. Mais ce qu'elle construit est réel, c'est permanent. C'est gouverné par les pays qui ont contribué du capital et qui détiennent donc des votes. Et son siège se trouve dans un pays dirigé par un homme qui a passé sa carrière dans les salles où ces institutions fonctionnent réellement. Carney n'a pas eu besoin qu'on lui apprenne à bâtir cela. Il a contribué à écrire la théorie qui le sous-tend